Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, et Monsieur le... On ne dit pas presque le Président, Monsieur le Président. Alors, comme l'a souligné Jean-Michel Claver, je ne suis en réalité que le porte-parole d'une équipe dont vous voyez les leaders affichés. Nous avons respecté la parité, non pas hommes, femmes, mais civils et militaires, et équipe qui a travaillé pendant 6 mois à tirer les enseignements, les conclusions. Alors je ne dirais pas recommandations, je dirais plutôt orientation, parce que le travail est loin d'être achevé, hein, de ce funeste événement du 13 novembre 2015, dont je rappelle l'ampleur dramatique, puisqu'il y a eu 130 morts, 382 blessés qui ont été répartis sur l'ensemble de l'Île-de-France. L'ampleur dramatique, mais aussi singularité. Singularité puisque ça s'est passé la veille d'un week-end au centre de Paris, avec des CHU à proximité et des équipes chirurgicales et des blocs disponibles. Cela est un point extrêmement important, parce que ça aurait pu se passer ailleurs et dans des conditions encore beaucoup plus dramatiques. Ce qu'on a pu noter, enfin ce qui est ressorti de l'ensemble des rapports de ceux qui ont travaillé à cette table ronde, c'est qu'il y a eu une mobilisation spontanée et spontanément organisée. C'est quand même, ça a tenu d'ailleurs pratiquement du miracle, à la fois pour l'accueil aux urgences et la prise en charge opératoire. Nous avons eu affaire, en très très grande majorité, à des lésions balistiques par armes de guerre, et vous savez que le dispositif médical préhospitalier s'est avéré très efficace, que ce soit la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le SAMU ou le service médical du RAID. Et d'ailleurs, ce dispositif médical, très rapidement, a fait œuvre de publication, dès le mois de janvier d'ailleurs, hein, notamment dans le Lancet. Mais jusqu'ici, on n'avait pas entendu parler de ce que nous avions fait, nous, chirurgiens. Donc c'est donc l'objet de cette communication, dont le mérite revient, d'ailleurs l'initiative revient à Jean-Michel Claver, de nous avoir un petit peu bousculé hein, au mois de juin. Ce n'était pas prévu initialement, mais il fallait absolument commémorer l'événement d'une certaine façon et puis savoir ce que nous avions fait à l'intérieur de nos hôpitaux pour l'accueil des blessés et surtout au bloc opératoire. Donc, quid de l'action chirurgicale? 7 services d'orthopédie traumatologie ont répondu à l'appel, donc Henri Mondor, Georges Pompidou, La Pitié, Lariboisière et Saint-Antoine, et 2 hôpitaux d'instruction des armées, donc Bégin et Percy, que nous avons associés d'emblée. Alors, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, ça n'aurait aucun sens. D'ailleurs, ils sont en cours d'élaboration à l'heure actuelle, mais il faut savoir que ces 7 centres ont opéré 132 blessés en tout, qui avaient au moins une intervention dans la spécialité. Je ne veux pas dire que c'était uniquement des blessés de chirurgie orthopédique, mais ils ont eu au moins une intervention de chirurgie orthopédique avec une grande majorité de lésions des membres, par exemple très peu de rachis. On pourra discuter, si les spécialistes ici présents veulent en discuter, des lésions de la main, mais bon, c'est un petit îlot à l'intérieur de ces 132 blessés. Les communications qui ont eu lieu au moment de la sauvecote ont bien sûr fait une large place au ressenti des événements, hein, bien entendu. Et puis ça a montré aussi, de façon plus objective, la diversité des approches. Et c'est sur quoi je vais me permettre d'insister. D'emblée une notion, nous avons eu affaire les uns et les autres à un afflux de blessés important, ça va de soi, mais l'afflux n'était pas saturant, quels que soient les hôpitaux. Et puis l'activité chirurgicale, et c'est là que la singularité de ce que j'avançais tout à l'heure prend tout son relief, c'est-à-dire la veille d'un week-end, hein, l'activité chirurgicale a été intense pendant 48 heures sur 3 ou 4 salles d'opération dans chaque centre, grâce à la disponibilité des équipes et grâce au fait, évidemment, qu'il n'y avait pas de chirurgie programmée. Alors, ce qui ressort de cette expérience, c'est que nous nous trouvions, là aussi, dans une situation, nous nous sommes trouvés plus exactement, par la confrontation, dans une situation culturelle, chirurgicale assez singulière. D'une part, les chirurgiens du service de santé des armées, qui sont coutumiers des opérations extérieures, qui connaissent très bien les lésions balistiques, qui savent ce que c'est qu'un afflux massif, qui savent ce que c'est qu'un triage et le damage control, et bref, une chaîne d'action qui obéit à des protocoles, mais nos collègues du service de santé des armées sont soumis à des délais d'évacuation en général très longs, qui fait que, généralement, ils sont obligés, justement, d'appliquer les règles du damage control. Et puis, d'un autre côté, les chirurgiens civils, sans concertation, évidemment, qui sont la plupart du temps jeunes, c'était les chefs de clinique
qui étaient au premier front. Heureusement, les seniors, les agrégés, les chefs de service se sont déplacés en masse dans tous les services dès le samedi matin. Eh bien, l'expérience des lésions balistiques et de l'afflux massif est proche de zéro pour ces chirurgiens civils. Par contre, les chirurgiens civils sont rompus à la prise en charge immédiate et complète en urgence de lésions de l'appareil locomoteur. Alors on a pu entendre des expressions comme chirurgie de guerre. Non, ça n'était pas de la chirurgie de guerre. Nous n'étions pas sur un théâtre d'opération. Il n'y avait pas d'évacuation et de délai d'évacuation très important. Par contre, on peut peut-être par analogie à l'opération extérieure dire que c'était une véritable opération intérieure à laquelle d'ailleurs il faut se préparer. Alors cette opération intérieure, eh bien, ça a été la confrontation positive de deux cultures chirurgicales que je viens d'énoncer. Et en travaillant, eh bien, nous nous sommes concentrés sur trois thèmes qui peuvent servir d'orientation, sinon de recommandation, comme l'a dit Jean-Michel Clabert. Premièrement, la spécificité des lésions balistiques. Deuxièmement, l'organisation de la prise en charge à l'intérieur de l'hôpital, mais avant le bloc opératoire. Et puis troisièmement, évidemment, ce qui nous intéresse peut-être encore plus proche, c'est les indications thérapeutiques. Alors, la spécificité de la lésion balistique, je ne vais pas y insister. La balle, le projectile de guerre, est responsable de lésions des parties molles et de l'os, pas toujours de l'os évidemment, mais il faut tenir compte des effets de blase, de cavitation, de cette fameuse chambre d'attrition tissulaire dont avait parlé Ombre d'Anne pendant le premier conflit mondial, et puis de la contamination. Les projectiles sont contaminés. Mais c'est aussi, si ces lésions balistiques ont une spécificité, eh bien elles sont d'une grande diversité. Quoi qu'il en soit, bon, la règle, c'est le débridement suivi du parage, qui sont deux opérations qui sont parfaitement distinctes de la plaie profonde, toujours souhaitable, mais est-ce que c'est toujours possible? Nous verrons que dans certains cas, eh bien, il faut savoir rester mesuré à la fois dans le débridement et dans le parage. Alors voilà quelques exemples qui n'appartiennent pas d'ailleurs tous aux blessés du 13 novembre. Un projectile unique inclus avec un orifice d'entrée tout petit, ou deux orifices éloignés. S'agit-il d'un ou deux projectiles? En tout cas, s'il s'agit d'un projectile, il faut savoir reconstituer le trajet. Et vous imaginez bien que dans ce cas-là, il s'agissait d'un projectile et s'était passé à travers l'articulation de la hanche, avec section du sciatique. Projectile unique, sans fracture, projectile multiple, pardon, sans fracture, mais avec des dégâts très importants des parties molles. Et c'est là que prend tout son relief la notion de chambre d'attrition tissulaire. Et puis, ce patient, qui appartenait donc à la cohorte du 13 novembre, fracture du fémur avec un projectile fragmenté. Ça, c'est sans doute les situations les plus embêtantes. Je ne sais pas si vous voyez parfaitement bien les fragments de projectiles qui allaient pratiquement jusqu'au périnée. Alors, deuxièmement, l'organisation logistique, eh bien, quatre grands items en quelque sorte. Premièrement, et il faut savoir faire la distinction entre afflux saturant et afflux non saturant. Et autant l'afflux saturant peut faire l'objet d'un triage au sens initial et restreint du terme, autant lorsqu'on est en face d'un afflux non saturant, eh bien, il vaut mieux parler de régulation. Ce sont peut-être des subtilités sémantiques, mais qui sur le terrain sont très, très importantes. Les systèmes d'alerte, eh bien, bon, ça tombe sous le sens aussi, alerte ascendante sous forme d'une cellule de crise, puisque les administratifs ont été fortement impliqués, au moins dans la soirée et pendant tout le week-end. Transversale, je reprends une catégorisation que je dois à Gilbert Versier, transversale qui concerne les spécialités paracliniques, laboratoire, radio, enfin, etc. Et puis descendante pour tous les acteurs de soins. Plus important peut-être, c'est s'assurer, avant même l'arrivée des blessés, dès l'alerte, de la fluidification des circuits blessés. Alors, fluidification extra-édificielle à l'intérieur du périmètre de l'hôpital, de façon à ce qu'il n'y ait pas de croisement d'ambulance, un petit peu comme dans un bloc opératoire avec un circuit unique, et puis essayer de réserver, tenter de réserver, quand c'est possible, une salle pour le triage, entre guillemets, et au sens large du terme. Et puis ce fameux triage, eh bien, qui comporte plusieurs opérations. La catégorisation lésionnelle des blessés, la hiérarchisation de priorité de prise en charge opératoire, et puis enfin j'y ajouterai, ce n'est pas classique, la traçabilité des patients qui est un élément indispensable, car on a bien vu dans les séries qui nous ont été présentées lors de la table ronde qu'il y avait un certain nombre de patients que
qui ont été perdus de vue à partir du moment où vous étiez rentré dans l'hôpital. Bon. Tout cela repose aux urgences, ou tout au moins en intra-hospitalier, mais en dehors du bloc opératoire, sur 3 praticiens. Premièrement, un binôme, médecin, anesthésiste, réanimateur, chargé en quelque sorte d'évaluer la physiologie ou la physiopathologie du blessé, et un chirurgien expérimenté. Pas un interne, pas un chef de clinique, un vieux. Si possible, un agrégé et peut-être même un chef de service, qui n'est pas forcément au front pour pouvoir opérer, parce que c'est lui qui va dire, voilà, celui-là, on va en avoir pour 3 heures, celui-là, on en a pour 1 heure. Donc, ça, c'est ce binôme, et ce binôme a un effet, a une fonction décisionnelle absolue. Il n'est pas question, devant une catastrophe comme celle que nous avons vécue, de discuter les décisions qui sont prises par ce binôme qui doit être rempli donc assuré par des gens expérimentés. Et puis un 3e praticien, alors là qui peut être on peut appeler un praticien logisticien, qui peut être un interne, enfin un internat, ou même un chef de clinique qui s'occupe de la traçabilité. Alors, vous allez voir un petit exemple, la catégorisation lésionnelle obéit à la classification de l'OTAN. Je ne vais pas y insister. T4, ce sont les morituries, en quelque sorte. Les T1, ce sont les urgences absolues, que ce soit un choc hémorragique non contrôlé, ou une plaie de l'abdomen, ou une fracture ouverte de hanche, de fémur, d'épaule, des lésions des artères, des racines des membres, enfin, etc. Et T2, vous le voyez, ce sont les fractures ouvertes, essentiellement, ou les grands délabrements des parties molles, plaies articulaires, mais sans urgence vasculaire. Bon, la plupart du temps, nous avons eu affaire à des T1 ou T2, avec des patients qui avaient des lésions orthopédiques, associées ou non d'ailleurs, évidemment à des lésions vasculaires des membres, mais aussi à des lésions viscérales, soit thoraciques, soit abdominales. Alors voilà ce que c'est un tableau de traçabilité. Le tableau, il est installé dans la salle de réception, la salle de triage des blessés, et puis on met le nom, on met la lésion, grosso modo, quel est le devenir du patient, où il est, enfin, etc. C'est un tableau qui nécessite en permanence quelqu'un, parce que c'est un tableau évolutif, bien évidemment. Alors, cette notion d'évolutivité, elle est très importante, parce que c'est pas comme un accident ferroviaire où, par exemple, on dit il y a tant de blessés, etc. Hein. Là, ça a un effet, ça a un aspect évolutif et donc instable des afflux de l'état et de l'état des blessés. D'ailleurs, il y a eu un petit pic d'admission vers 11h minuit, c'est-à-dire juste après les événements, et puis après un calme relatif, et puis le gros des blessés sont arrivés vers 2h du matin. Ce qui fait que certains responsables ont eu l'intelligence, parce que tout le monde s'est précipité évidemment, à 2h du matin, à minuit, la plupart des praticiens étaient sur place, des services dont je vous ai rendu compte, et les responsables ont dit mais c'est pas la peine qu'il y ait tant de monde, on peut ouvrir 3 ou 4 salles d'opération, il faut vous tenir en réserve. Donc on a envoyé un certain nombre de chirurgiens chez eux, en leur recommandant non seulement de manger, mais aussi de dormir de façon à être frais et dispo le lendemain matin. Donc il y a eu une rotation des équipes qui s'est faite quasi spontanément et de façon, encore une fois, tout à fait organisée. Et puis, il faut anticiper, c'est le maître mot évidemment, et puis profiter de la moindre éclaircie ou du délai d'arrivée des blessés pour accroître l'offre de soins avant l'afflux annoncé et notamment préparer des dossiers. Ce qui est très important aussi, et ce sur quoi la table ronde a insisté, c'est qu'il était nécessaire au niveau de chaque établissement, alors ça ne concerne pas uniquement, c'est tous les établissements de France et de Navarre, hein, d'actualiser et d'adapter le plan blanc pour chaque établissement avec, et ça on le fait maintenant, mais on ne le faisait pas autrefois, c'est des exercices de simulation. Les indications thérapeutiques, je vais parler un peu de stratégie, de technique et de technique chirurgicale. Eh bien, il y a eu 2 grandes options. Premièrement, le damage control orthopédique quasi systématique, et deuxièmement, le traitement définitif en un temps. Et vous reconnaîtrez, je ne dis pas l'opposition, mais peut-être la complémentarité des 2 cultures chirurgicales que j'ai annoncées initialement. Alors, quelles sont les indications du damage control orthopédique? Je ne vais pas revenir sur cette notion. Nous avons eu en 2012, je crois, une table ronde, ici même, dans cette enceinte, sur le damage control. Eh bien, il faut distinguer le damage control d'indication collective, quand on a un afflux massif de blessés, et a fortiori, quand on a un afflux saturant, ce qui ne s'est pas produit
au moment du 13 novembre. Et puis le damage control orthopédique individuel pour un patient qui présente des lésions vitales. Alors, les lésions vitales, elles peuvent être pour tout ou partie de l'organisme, évidemment. Pour l'organisme, c'est l'équivalent d'un polytraumatisé, et là, il faut sauver la vie. Il est bien évident que si un patient présente une hémorragie interne, abdominale et une fracture du fémur, eh bien, il faut très rapidement lancer 3 ou 4 fiches sur le fémur pour le stabiliser et puis faire une laparotomie. Pour le membre, eh bien, ce sont les lésions étagées, les lésions pluriticulaires, notamment au niveau de la main et de la jambe, parce qu'il y a toujours une perte de substance des tissus mous, et puis bien entendu les lésions vasculaires. Et là, il s'agit de sauver la fonction d'une partie de l'organisme. Et puis, il y a une troisième indication du damage control que nous n'avons pas connue, tout au moins pas de façon massive, c'est lorsqu'une structure d'accueil initiale accueille le blessé et que l'évaluation lésionnelle se situe au-delà des capacités de la prise en charge de ce blessé, soit pour un traitement définitif en un temps, soit pour entreprendre la suite d'un damage control orthopédique. Alors on verra que le damage control orthopédique, ça avait été une des conclusions de notre table ronde en 2012, eh bien c'est une notion qui doit être très largement diffusée, non seulement diffusée, mais enseignée. Alors voilà l'exemple d'un blessé du 13 novembre à Saint-Antoine avec un fracas de jambe. Première séquence, parage itératif, fixateur externe. Le parage aboutit à une perte de substance très importante du tibia. Stabilisation de la fibula, beaucoup insisté sur la stabilisation de la fibula dans les fractures de jambe. Deuxième séquence à J5, très rapidement, beaucoup plus rapidement que pour les fractures ouvertes en pratique civile. En tout cas, les lésions balistiques, me semble-t-il, c'est une opinion personnelle, entretiennent un œdème et une granulation très rapide, très rapidement évolutive. Et donc, si on doit faire un lambeau, on doit le faire un tout petit peu plus tôt qu'en pratique de traumatologie routière. Donc, entre toise et lambeau, il s'agissait du lambeau de Solière. Et troisième séquence, c'est bien reconstruction osseuse à 5 mois par la technique de la membrane induite. Et voilà 6 mois après la greffe. Un autre exemple qui concerne le membre supérieur, nous en avons reçu un certain nombre, un fracas distal de l'humérus, première séquence toujours pareil, parage, stabilisation, on est dans le damage control à partir du moment où il existe une perte de substance des parties molles. Et puis deuxième séquence à J5, entretoise, lambeau pédiculé de grand dorsal pour réparer les parties molles et conversion de l'ostéosynthèse, c'est-à-dire ablation des fixateurs externes et mise en place de plaques. Alors, les indications, à contrario du traitement définitif en un temps, que je présente sur la pointe des pieds, évidemment, c'est un certain nombre de conditions sine qua non. L'afflux, l'absence d'afflux important, bien évidemment. Un blessé qui a des constantes stables, donc c'est un traitement définitif en un temps individuel, avec une lésion fracturaire isolée, une localisation d'autant plus fonctionnelle, par exemple une fracture articulaire, le coude ou le genou, une contamination faible, il est toujours intéressant de pouvoir évaluer la contamination, et des lésions limitées des parties molles. Et surtout, un opérateur expérimenté. Et je placerai là l'expérience bien au-delà de la simple compétence. Je ne vais pas m'étendre sur ces deux notions. Alors voilà une observation qui a un caractère tout à fait exceptionnel, que j'ai repris les diapositives de Lévon Doursounian, qui avait présenté ça à la Sofcote, d'un fracas de l'épaule intéressant l'extrémité supérieure, surtout la métaphyse et la glène, sans lésion vasculaire, sans lésion nerveuse, ce qui est déjà en soi une espèce de miracle, hein, puisqu'il y avait un orifice d'entrée, un orifice de sortie du projectile. Les options thérapeutiques, simple débriquement, parage, plus ou moins stabilisation, bon, ostéosynthèse, oui, mais comment? Pas question de penser à une prothèse. Et la solution qui a été apportée par Lévon Doursounian, mais qu'on ne peut pas généraliser, bien entendu, il s'agit d'une observation à caractère tout à fait inédit et extraordinaire en 2 mots, c'est une ostéosynthèse par bilboquet, donc le tout en un temps, avec un débriquement, un parage, et le relèvement de la tête et le maintien par cet appareil dont il a le secret, puisque ça a été l'auteur de ce type d'ostéosynthèse. Voilà. Alors, pas de complications, bien entendu, hein, sur le plan sceptique, J plus 10 mois. Il y a le cas particulier du fémur, qui sont généralement des fractures ouvertes stade 2, tout au moins dans les traumas balistiques, même avec des projectiles à haute énergie cinétique. Et c'est là où il faut faire une évaluation très soigneuse,
quand on a une fracture isolée du fémur, il faut pouvoir évaluer la cavitation, l'effet de cavitation, l'effet d'attrition tissulaire, les lésions des parties molles, existe-t-il un syndrome de Loge, y a-t-il des lésions vasculaires, et puis tenir compte, je l'ai déjà dit, de la logistique. Et si les conditions sont favorables, une ostéosynthèse interne, en urgence, avec ou sans parage de la chambre d'attrition, est envisageable. Je ne dis pas qu'il faut la faire, je dis qu'elle est envisageable, et ça dépend beaucoup de l'expérience de l'opérateur. Alors je reviens sur ce cas qui nous a posé un dilemme important, c'est-à-dire cette fracture du fémur avec une fragmentation projectilaire. Pouvait-on faire le parage complet de la chambre d'attrition tissulaire? Non. Donc l'opérateur a pris sur lui, c'était un opérateur expérimenté, de faire un parage superficiel de l'orifice d'entrée et de faire un enclouage à foyer fermé. Alors il y a eu des séries dans la littérature, notamment en Afrique du Sud, montrant que le taux d'infection n'était pas supérieur à un parage exhaustif. Mais on peut se permettre de se demander, concernant ce cas, s'il est réellement solide à 10 mois. Là, c'est une caractéristique des fractures balistiques, c'est la lenteur de la consolidation. Un autre cas de fracture complexe du fémur, du 13 novembre, là aussi, pontage vasculaire après l'ostéosynthèse. C'était un des premiers blessés qui est arrivé. Le chef de clinique s'est un peu précipité. D'ailleurs, dans le compte-rendu opératoire, il avait noté qu'il y avait un retard du pouls capillaire à 5 secondes, tout avait été minuté, et il a pris le risque de faire une ostéosynthèse qui a duré quand même un certain temps, et il y avait une lésion de l'artère fémorale. A posteriori, ce blessé aurait dû justifier un damage control initial, damage control d'ailleurs pas très facile à envisager avec ce troisième fragment. Bon, il n'y a pas eu de complications de la revascularisation tardive, il n'y a pas eu de syndrome de Loge, mais quand même, on est passé très près là d'une catastrophe, et dès qu'il y a une lésion vasculaire, il faut passer par l'étape obligatoire d'un damage control et de la réparation vasculaire en urgence avant l'ostéosynthèse définitive. Et vous voyez, même pour ce patient, à 10 mois, eh bien, on peut se demander s'il est tout à fait solide ou non. Alors, il y a un problème particulier que nous avons vécu, c'est celui de la prise en charge secondaire après transfert. Ça concernait un patient, sans vrai damage control initial et sans anticipation séquentielle. Et là, il faut repartir pratiquement à zéro, c'est-à-dire avec un parage itératif, et cela pose le problème relativement à cette tendance qu'ont ces blessures balistiques à bourgeonner très rapidement de la couverture secondaire. Et c'est dans ces cas-là, me semble-t-il, qu'il y a probablement une place, c'est ce que nous avons fait, à ce que j'ai appelé une stratégie de contournement. En quoi s'agit-il? Transfert au 7e jour. Vous voyez une plaie très bourgeonnante, une ostéosynthèse un tout petit peu qu'il faut remanier. Donc on repart pour un parage, débridement, parage, fixation. Au passage, on fixe aussi la fibula. Et puis là, on est dans l'impossibilité de faire un lambeau. Enfin, tout au moins un lambeau pédiculé, à moindre frais, parce que la plaie est très bourgeonnante. Et on prend le parti de jouer la cicatrisation dirigée par irrigation. Et à 2 mois, on fait la greffe de peau et le changement de fixateur. Il faut savoir aussi que nous avons eu affaire à des jeunes gens en très bonne santé, moyenne d'âge 30 ans. Et comment faire pour consolider évidemment ce patient? Eh bien, à 5 mois et demi, on a fait la greffe intertibio-péronnière massive, c'est ce que j'appelle la stratégie de contournement. Donc, on n'a pas cherché à combler la perte de substance du tibia, on a renforcé en arrière, et 10 mois après la lésion, 6 mois après la greffe intertibio-péronnière, reprise de l'appui avec, vous le voyez, un excellent pont entre le tibia et le péroné et également en postérieur. Et on n'a pas cherché à combler ici le vide tibial. Alors, quelques leçons de terrain. L'intérêt du garrot. Il y a un patient qui avait une lésion balistique de la jambe isolée, avec une lésion complète de l'artère tibiale antérieure, qui est arrivé au bloc avec 0 tension. Et donc on l'a rattrapé par les cheveux, et c'est au bloc avant d'entrer dans le bloc opératoire que le chef de clinique a eu la présence d'esprit de mettre un garrot. Ce patient n'avait pas eu de garrot depuis son traumatisme. Donc, et ça fait partie maintenant du pactage du combattant. Fasciotomie quand il y a une revascularisation. Et les grandes fasciotomies, c'est encore un truc sur lequel il faut insister. Hein. Dès qu'on fait une revascularisation, il faut faire des fasciotomies étendues. Et puis quand il y a une perte de substance osseuse, eh bien on est en attente, ça fait partie du damage control, une entretoise en ciment, et on couvre, et non pas, comme je l'ai vu faire, du ciment sans couverture ou une couverture sans ciment. C'est arrivé.
Alors, les messages pour l'orthopédiste, eh bien, il y a deux grandes notions, me semble-t-il. C'est le triage, qui comporte deux grands éléments qui sont la catégorisation lésionnelle et la hiérarchisation de la priorité de la prise en charge au bloc opératoire, et puis cette fameuse notion de damage control qui peut être soit individuel pour un patient isolé, soit collectif. Alors, je ne vous ai pas donné de chiffres, parce que bientôt nous allons avoir accès à une base de données qui s'appelle Cohorte Attentat, pour faire des statistiques et des études à long terme. Ça a été organisé par un comité de pilotage qui comprend des membres des services médicaux préhospitaliers, que j'ai déjà cités, BSPP, SAMU, service médical du RAID, mais aussi du groupe Trauma-Base, et puis de la collégiale francilienne de médecine d'urgence. Et si j'ai un souhait pour l'avenir proche, eh bien ce serait que l'Académie, si elle est d'accord, puisse intervenir pour introduire dans le cursus de DES des spécialités chirurgicales un module de traumatologie d'urgence avec les notions principales de triage et de damage control et les gestes pratiques qui sauvent sur le modèle du Cachirmex qui a été mis en place par nos collègues du service de santé des armées. Je vous remercie de votre attention. Merci Alain Charles pour ce résumé. On va demander au commentateur, c'est-à-dire au professeur Sylvain Rigail, qui est de l'hôpital d'instruction des armées de Bégin, de faire ses commentaires et donc les nuances du service des armées. Merci Monsieur le Président. Alors c'est à la fois un honneur et un grand plaisir de commenter la présentation d'Alain Charles Masquelet. C'est véritablement la bonne personne pour présenter cette cohorte, parce qu'il a l'expérience finalement de ce qu'est la chirurgie de guerre, parce qu'on collabore depuis très très longtemps dans la formation de nos chirurgiens. Il sait parfaitement nos protocoles de prise en charge sur le terrain. Et la deuxième chose, c'est que c'est véritablement un fédérateur, il a été un catalyseur, et on doit souligner que tous les services d'orthopédie parisiens qui ont participé ont amené leurs données de façon très très fraternelle dans ce que l'on a pu faire à la Sofcote ou dans ce qu'il vous a présenté ici. Alors, il a souligné tous les points importants. Moi, je n'ai pas beaucoup d'analyses très différentes, si ce n'est que tu as parlé juste d'un problème sémantique entre saturant et non saturant. Moi, je pense que ça va au-delà de la sémantique, parce que si on avait été, et si certaines structures, peut-être de province, se retrouvaient dans une situation d'afflux saturant, ça entraîne dans le triage et dans les décisions de traitement des choses excessivement différentes. C'est-à-dire qu'on va devoir décider dans la même catégorisation, prenons les T1 extrême urgence, ceux qui vont passer en premier, ceux qui vont passer en second, voire ceux qui vont être finalement classés T4 et moléculaires. Donc, c'est un point très très important. La deuxième chose, c'est la pointe des pieds. Tu nous as dit, laissons le damage control orthopédique et faisons de l'ostéosynthèse immédiate, idéale, dans le tout en un temps. Alors, tu as bien souligné toutes les limites. Les limites, elles sont, à mon sens, dans la gravité des lésions des parties molles, dans les lésions par projectile. Parce que c'est là que se pose le problème de la contamination et de l'infection, et que c'est jugé de cette importance. Alors, tu l'appelles la chambre d'attrition, on est assez d'accord tous les deux là-dessus. C'est cette chambre d'attrition qui empêche souvent de faire de l'ostéosynthèse idéale. Bon, c'est vrai qu'on a des contraintes particulières en chirurgie de guerre pour décider de faire du damage control. L'une des contraintes qui n'a pas été évoquée, c'est qu'à Paris, malheureusement, l'environnement de sécurité a fait que des polyblessés, qui avaient des lésions thoraciques, abdominales, sont morts sur le terrain. Et finalement, on s'aperçoit que de notre expérience de ces dernières années en opération extérieure, ces polyblessés que l'on a eu généralement à l'unité, on les reçoit vivants dans les structures chirurgicales de terrain. Et donc c'est une autre raison pour laquelle on applique pour les lésions orthopédiques du damage control orthopédique avec un geste rapide, peu hémorragique, pas seulement parce qu'on a le désir d'évacuation, et pas seulement parce qu'on a une certaine précarité de matériel. Après ces quelques commentaires,
je pense que dans la salle, il peut y avoir des questions sur finalement chacun des chapitres que tu as dégagés, qui étaient l'adhésion, l'organisation logistique avec le triage, et puis les choix techniques. Allez-y. Sylvain et Alain Charles, vous avez bien parlé de l'aspect organisationnel qui est fondamental dans ce genre de prise en charge. Et avec l'expérience de nos collègues des armées qui ont peut-être eu les réflexes de triage dès l'alerte et puis un peu plus différés dans les hôpitaux. Et donc ils ont pris en charge la majeure partie, une grosse partie de ces blessés graves. Et puis quand on regarde cet article du Lancet que tu as cité, en ce qui concerne les hôpitaux civils, il y a eu près de 50% des blessés pris en charge à la Pitié. Et effectivement, dans les autres centres, une sous-utilisation. Moi, j'étais de réserve, je suis venu le dimanche matin à 6h, il n'y avait plus rien à faire. Et ça pose la question d'une réorganisation, c'est-à-dire que quand on voit les 50% pris en charge à la Pitié et puis la dispersion des autres blessés graves à raison de vraiment graves, 3 ou 4 sur Cannabis-7, Beaujon, etc. Est-ce qu'il ne suffit pas d'un deuxième centre plutôt qu'une dispersion d'hôpitaux? Ça devrait être la leçon de ces attentats, un deuxième centre équivalent, capable de mettre 4 à 5 salles d'opération à disposition avec des personnels entraînés. Et on voit qu'avec les 2 hôpitaux des armées et 2 centres civils, on arrive sans difficulté à complètement prendre en charge l'ensemble de ces blessés, et peut-être mieux si ce sont des centres spécialisés. Voilà. Oui, on va faire une réponse complémentaire vraisemblablement. Pourquoi la Pitié? Simplement parce qu'il y a toutes les spécialités. Hein, y compris le maxillofacial, parce qu'il y a eu des blessés de la tête et de la face, à proximité, bien entendu. Il y a de la chirurgie vasculaire, il y a de la neurochirurgie. Mais pour ce qui concerne de façon pratique les lésions orthopédiques, il y avait une répartition à peu près équivalente dans chaque centre de blessés opérés, c'est-à-dire entre 20 et 30, que vous divisez par 7, c'est ce que ça vous donne. Donc, mais là, tu soulèves un problème qui est celui de l'orientation sur le terrain. Alors ça, je vais peut-être laisser Sylvain répondre, parce qu'ils ont l'habitude, ça. C'est-à-dire qu'il a sans doute manqué le soir du 13 novembre, il y a eu un déficit vraisemblablement d'orientation à partir du terrain même, du lieu, du théâtre d'opération. Pour citer Saint-Antoine, il n'y a pas eu de blessés du thorax, puisqu'il n'y a pas de chirurgie thoracique à Saint-Antoine. Donc, non, on n'a pas eu à souffrir, mais certains autres hôpitaux ont eu vraisemblablement à souffrir de ce déficit. Je vais laisser répondre Sylvain pour l'orientation sur le théâtre d'opération. Est-ce qu'on peut imaginer que les blessés soient mieux orientés dès les lieux de l'attentat? Alors ça, c'est de la sémantique. C'est-à-dire que sur le terrain, le SAMU ne fait pas de triage. Ah oui. Il oriente chaque patient dans une structure où il va pouvoir être traité. C'est ce qui se passe habituellement. Et là, ils se sont peut-être retrouvés devant une situation qui était toute particulière. Alors que le triage, c'est effectivement un impératif qui est de dire j'ai pas toutes les possibilités et je peux pas envoyer le bon patient au bon endroit, au bon moment pour qu'il soit traité en temps et en heure comme c'est habituel. Alors, nous, on est rarement dans cette situation sur les terrains d'opération extérieure, en tout cas en ce qui concerne nos blessés français qui sont plutôt à l'unité. Même si, quand même, il faut remarquer qu'une petite structure chirurgicale sur le terrain se retrouve saturée avec 2 blessés graves. 2 blessés qui sont T1 excessivement graves, c'est saturé. Alors, et la question que tu poses, elle est très spécifique à la région parisienne. Je pense, alors on n'est pas dans le même cas de figure de ce qui s'est passé à Nice, où le point d'arrivée était probablement presque unique, en tout cas sur Nice. On a beaucoup de chance à Paris d'avoir finalement plein de points qui peuvent recevoir. Je suis assez d'accord, je pense que la réflexion sur les plans blancs a dû être maintenant, et je ne veux pas répondre à cette question, de définir peut-être des hôpitaux de premier niveau qui vont recevoir la première vague, parce que le problème, si tu as été gardé en réserve, c'est que, tu l'as bien souligné, il y a l'afflux isolé, et puis quand on ne sait pas comment ça va se passer derrière,
il y a l'afflux qui va continuer. Et donc, obligatoirement, il faut rester en réserve, alors pour les orthopédistes et pour d'autres raisons. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je vais juste reprendre la balle au bon de ce que disait Alain Charles, c'est qu'effectivement, c'est un hôpital, la Pitié, où il y a toutes les spécialités, et je pense qu'il faut identifier peut-être 2 centres où toutes les spécialités sont réunies, parce que c'est une des conditions de l'accueil de ces gros blessés, que ce soit dans les attentats ou en dehors d'ailleurs. Il y a beaucoup d'interventions. Encore une question. Manifeste. Pascal Boileau. Ah, excusez-moi. Non, je ne suis pas orthopédiste, je suis un vieillard. J'ai quand même fait un service militaire de 20 mois, dont 26 en Algérie. Je peux vous dire que j'étais de garde à Maillot quand il y a eu la fusillade du plateau des Glières, et après quand il y a eu la rue d'Issy. Et c'était en ville. Nous avons eu à l'Académie de médecine, en début d'année, le président du SAMU de Paris, qui s'appelle Carly, est venu nous faire un exposé. Et il pensait que ça s'était bien passé parce que le premier appel venait du Stade de France, où il y avait eu des attentats, et ils ont refusé d'envoyer des ambulances de Paris. Ils ont dit, vous vous débrouillez avec le SAMU 93. C'était en 93. Et donc, quand il y a eu le Bataclan et toutes les attaques des restaurants et tout ça, le SAMU de Paris était en état de marche, alors que s'ils avaient été déjà au Stade de France, ils auraient été désorganisés. Alors je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Oui, c'est important, sauf que l'épisode du Stade de France était une tentative avortée, et heureusement. L'expérience niçoise Oui, est tout à fait différente. Parce que nous, on a eu aussi malheureusement un attentat à Nice le 14 juillet cette année. Et pour souligner 3 points. D'abord que c'était très différent à Nice parce que c'était de la grosse traumatologie routière. C'était un camion de 19 tonnes qui a été lancé dans la foule et non pas des blessés par arme à feu, contrairement à Paris. Deuxièmement, qu'il y a eu énormément de morts sur place, mais aussi il y a eu 84 morts sur place. Et donc ça pose le problème de ces graves traumatismes abdominaux-pelviens et le fait que les urgentistes étaient désorientés et aussi le fait qu'on n'avait pas assez de hamacs, de ceintures pour fermer ces pelvis ouverts, on va dire. Et donc le problème effectivement du SAMU et de la formation des urgentistes sur place, ça pose un vrai problème. Et troisièmement, le débat entre le damage control qu'on a appliqué à la lettre à Nice, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous un ancien chirurgien militaire, le professeur Gonzalez, et le traitement idéal en un temps. Et en fait, a posteriori, c'est vrai qu'on a regretté certaines lésions de ne pas les avoir traitées idéalement en un temps, parce qu'on n'a jamais eu vraiment un afflux saturant là non plus. Et le vrai problème qu'on a eu, en fait, c'était qu'on n'avait jamais l'information de savoir combien on allait recevoir de blessés pendant les 48 premières heures. Le sujet est passionnant, mais il va falloir malheureusement arrêter. Une question, la dernière. Oui, alors, mais rapidement, allez-y. Oui. Oui. J'ai 2 questions simplement. Pas une. La première, est-ce que le fixateur externe a été systématiquement employé pour les synthèses immédiates? Et la deuxième, quel taux d'amputation? Alors, le fixateur externe a été utilisé à titre systématique dans le damage control. Vous avez vu des exemples, tous les exemples que je vous ai montrés sont tirés de Saint-Antoine. Et il est absolument indispensable en cas de lésion au niveau de la jambe. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la jambe, c'est d'emblée une lésion pluritissulaire. Et au niveau du bras également, le coude, le bras, l'os est directement sous la peau et dès qu'il y a une fracture, il y a aussi une perte de substance des particules. Donc là, on passe par le stade incontournable de la mise en place du fixateur externe. Les amputations. Alors les amputations, nous n'en avons pas eu à Saint-Antoine, mais je sais que d'autres centres en ont eu. Vous aurez à l'avenir, dans un avenir proche, l'ensemble des statistiques, mais je crois que tu peux répondre, Sylvain, peut-être. Non, je ne peux pas répondre. Je voudrais terminer sur un seul mot. C'est la chose importante, c'est le tableau. Ça paraît désuet. Ne cherchez pas des ordinateurs, ne mettez rien sur les ordinateurs. Ayez dans les services qui vont accueillir les blessés en nombre un tableau. C'est tout ce qu'il faut. Le seul message, c'est ça, un tableau. On terminera sur ce message. La réhabilitation de la craie.